pour l'instant, je vais switcher un peu du français à l'anglais pour faciliter le mot de bienvenue. I will switch from French to English in this first part. Ce que nous allons faire, c'est y aller avec la langue de nos invités que je vais introduire dans pas longtemps. We will go with each guest's language, and feel free to ask your question in your own language, and I will translate. And my colleague Laurence qui va se joindre à nous aussi, will be translating as we go along. Donc, vous choisissez la langue que vous voulez lorsque vous posez vos questions. One thing I'd like to say is this is an informal discussion around equity, diversity and inclusion. C'est une conversation très informelle, très conviviale. C'est le 3e webinaire de la CRI. It's the 3rd webinar we're having around equity, diversity and inclusion, and we've been unpacking these 3 concepts throughout our webinars with academics, with our students, everybody who joined in. And today we have 2 union employees, I would say, but they will tell us who they are, why they are here. We have Marc-Edouard Joubert. Marc-Edouard Joubert vient de la FTQ et Christine McLean de Unifor. But before I will allow them to introduce themselves, I'd let Patrice Jalette, notre président, our president, say a few words to welcome us all in this 3rd of a series of 3 webinars. Thank you for being here. Merci d'être là. So, hi everyone, bonjour tout le monde. Mon nom est Patrice Jalette, je suis le président encore pour quelques jours de l'Association canadienne des relations industrielles. I want to thank Christine and Marc-Edouard for being with us today. It's a great honor. Bienvenue, merci d'être là. Nous sommes très, très, très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à Montréal font partie du territoire non traditionnel, du territoire traditionnel, excusez-moi, non cédé des Kanien'kehá:ka, les Mohawks, qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, we welcome you to use the chat box and proceed with your own land acknowledgement should you assist to this webinar from elsewhere than Montreal. Nous vous invitons à utiliser la boîte de discussion et à procéder à votre propre connaissance du territoire si vous assistez à ce webinaire depuis un autre endroit que Montréal. So, I wish you a good discussion. Bonne discussion et bon webinaire tout le monde. Merci. Blandine? Merci, Patrice. Thanks, Patrice. So maybe to start with, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Can you introduce yourself, Christine and Marc-Edouard? Whoever wants to start first, take a couple of minutes just to say where you're from, why you think I invited you here today. So what's your role in your respective unions? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle dans vos syndicats, dans vos milieux syndicaux respectifs? I guess ladies first. So bonjour, je m'appelle Christine McLean. Je parle peu de français, so I apologize. I will be speaking in English. I am the Human Rights Director for Unifor Canada, which is the largest private sector union across the country. I have been in this role for 3 years, and I am a rank and file member that has come up through the union from being a member to being elected to being a first Black woman vice president in my local. And now I am, I did the equity survey for Unifor as the whole union. And I am a proud mother, grandmother, and a community activist because I believe that we are more than titles when we talk about equity, inclusion, and diversity. And I will definitely be elaborating, and I apologize to all my colleagues on here who speak French and I'm speaking English, but I do want to acknowledge the land that I am on. I reside in Peterborough, Ontario, which is the Great Basin. Basically all the waters connect here, all the canals, and it is home to many Indigenous people.
And I say that because we need to recognize that people have moved across these lands freely before we started putting names on cities. So I want to acknowledge the Indigenous people that are the caregivers of this land. I ask them to continue to teach me how to be a better person who has settled here, but I also recognize my ancestors have also been brought here by force without choice. So I want to thank them for welcoming all of the settlers and those who have come here by choice or force. So thank you so much for having me. And why I think you had me here is just to complicate it because everybody speaks French and I speak English, but I do see this as a diversity issue and recognizing language as a part of diversity and multitudes of languages that have built this country. So thank you. Thank you. You fully have your place here, Christine. Merci d'être avec nous. Thanks very much for being here. Marc-Édouard? Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, je veux tout d'abord m'excuser si jamais vous entendez un petit bruit de fond. Et c'est ça la vie en télétravail. Mon voisin a décidé de procéder en ce moment même à l'émondage industriel d'un gros arbre qui pend au-dessus de nos deux toitures. Donc, vous allez entendre des scies. Bref, je me présente, je suis Marc-Édouard Joubert, je suis le président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain qui représente environ 95 000 membres dans la région du Montréal métropolitain provenant de divers secteurs d'activité, si je peux m'exprimer ainsi, donc le service public, les services, l'aéronautique, les arts vivants, l'hôtellerie, bon, je ne les nommerai pas tous, ça va être un peu long. On représente 114 sections locales provenant de 14 syndicats, de 27 syndicats différents. Je m'excuse, là, j'ai mal mentionné. Et voilà, donc, je suis président du Conseil régional depuis 2016. J'appartenais avant cela à l'exécutif du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, où j'ai effectué 3 mandats, en fait, au niveau de la plaidoirie de grief. Et les questions de diversité, d'équité m'ont toujours préoccupé. En fait, mon premier travail, et je vais terminer là-dessus pour tout de suite, c'était le reclassement des travailleurs et travailleuses en situation de limitation fonctionnelle, notamment les femmes enceintes. Donc, j'ai toujours été très, très préoccupé par la question de la diversité. Merci de m'avoir invité. Pourquoi Blandine m'a-t-elle invité? En fait, je ne le sais trop, mais je suis content qu'elle l'ait fait. Non, je pense qu'on a eu... on se présente également au Conseil comme étant des activistes pour toutes les questions, je dirais, de justice sociale dans le sens plus large également. Donc, merci de me donner cette opportunité. Voilà. Merci à vous deux. Just a quick translation for those who may not have got everything. Christine est directrice des droits humains à Unifor et elle est contente d'être dans ce rôle en tant que femme racisée sur le territoire ontarien. Elle a aussi confirmé sa déclaration sur le territoire sur lequel elle se retrouve en ce moment et revendique aussi l'importance des langues et de la langue. Et donc, elle est très contente d'être là, à la fois, même si elle ne parle pas français comme elle le dit, mais je lui disais qu'elle est la bienvenue et nous sommes très contents de la recevoir aujourd'hui dans ce webinaire autour de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, un sujet qui la concerne et pour lequel elle s'implique dans son rôle de directrice des droits humains. Marc-Édouard Joubert is president of conseiller de Montréal Métropolitain. Thanks for giving me that hard task at the FTQ Union. And he is also very much involved with the questions of equity, diversity, and inclusion in his role in the different sectors. He mentioned 4 sectors in which he is involved, including the public sector. And he also wondered why I invited him, but just to cut the story short and to corrupt the translation a little bit, I had a massive conversation with Marc-Édouard about these questions about systemic racism and discrimination during a protest last summer where we were advocating for the rights of migrant workers in the province of Quebec. And that is why I thought about him, and I thank him very much for joining us. And for pointing again of the importance of equity, diversity and inclusion in our different unions. Donc,
Ma traduction est un petit peu libre. Hein? I'm doing really free translation, so do follow me and do correct me if you hear anything that you don't agree with. J'aimerais maintenant lancer un petit peu la discussion sur les sujets d'équité, de diversité et d'inclusion. So I'd like to launch this discussion about equity, diversity and inclusion. Dans les webinaires précédents, nous avons un peu déconstruit la diversité. We deconstructed the concept of diversity. A lot of us, including me, we are uncomfortable. On est inconfortable avec inclusion, avec diversity. We hear sometimes in these words, nous et les autres, us and the others. So I'd like to maybe, before we get onto the conversation on unions themselves, avant d'embarquer sur ces discussions autour des syndicats eux-mêmes, qu'est-ce que vous en faites, vous? What do you make of these terms, equity, diversity, and inclusion, as women, so in terms of gender parity, but also as racialized individuals who are involved in the province of either Quebec or Ontario, while in Canada? Qu'est-ce que vous en faites? Bien, si tu permets, Blandine, je suis content qu'on s'arrête quelques instants sur les termes. Équité, diversité, inclusion, bon. Souvent, l'équité, on va la placer en opposition avec l'égalité, parce que l'égalité n'est pas toujours une égalité de fait sur le terrain. Donc là, ça vient toucher la notion d'équité. Mais au-delà des termes, je pense qu'il faut revoir aussi notre posture. Et je vais donner un seul exemple. Tu as cité équité, diversité, inclusion. Quand j'entends le mot inclusion, la première question qui me vient à l'esprit, c'est inclusion à quoi? Et pourquoi, en fait? C'est les deux questions que j'ai envie de poser. On entend aussi beaucoup, si vous me permettez, et je ne vais pas faire ça trop long, mais quand j'entends inclusion, j'entends souvent les termes aussi intégration. Et dernièrement, on avait cette discussion-là avec certains militants et militantes de la Ligue des droits et libertés. Et même dans les sphères syndicales, on parle souvent d'intégration, inclusion. Et ce qu'on doit remettre en question avec ça, c'est, et j'ai élaboré davantage plus loin, c'est la posture ethnocentrique. C'est-à-dire, c'est de dire, bien, nous, le nous global, on est la référence et vous devez venir vous inclure et vous intégrer à cette posture centrale. Alors, je pose la question, pourquoi est-elle centrale? Pourquoi devrions-nous continuer à penser qu'elle est centrale? Et pourquoi devrions-nous nous inclure à quoi et au nom de quoi et pourquoi? Alors, tout ça, ça doit être, à mon avis, déconstruit. Et je suis content que tu aies soulevé ce point-là en entrée de jeu, Blandine, mais bon, je vais tenir ma réponse à ça pour tout de suite. Comme tu sais, moi, je peux élaborer longtemps, alors donc, je vais laisser Christine parler aussi. Just before Christine, I just want to translate briefly what Marc-Edouard just said. Marc-Edouard, first of all, distinguished equity from equality, but he mentioned straight to the point that we should go beyond these terms. We should think of our positioning facing these terms, equity, diversity, and inclusion. And he stopped mostly at inclusion because he wants to ask us a big questions. Into what are we included, and who are we included? Why are we including? He mentioned another term that has been under discussion recently. He said with the Rights and Freedom League, for instance, the term integration. In the term integration, he finds something that is quite problematic with this ethnocentric sort of posture, where there is this nous et les autres, us and the others. So we are kind of in our provinces asking people to come and include and integrate themselves to something that is already existing. So there is a central question here, but he wants to say, why is this so central? So basically, why is the notion of integration so central to our questioning? And I would add to that, is there something else, or is there another avenue, which we will discuss throughout this hour? Christine, thanks, Marc-Edouard.
Merci beaucoup. Yeah, so I'm understanding a little bit. So I'm understanding exactly the same thing like my brother said is why, and what. So I want to come back to diversity, equity, diversity, and inclusion, because just listen to what I said. Equity, diversity, inclusion. It sounds pretty when we say EDI, but it's wrong. And so any organization that uses that term actually doesn't understand equity, diversity, or inclusion, because it's wrong. Diversity is really about, like what we said, looking at who it is, and this us versus them. I want to say something to you about if you were to do an equity survey. Equity, I didn't say racialized, didn't say only women, I didn't say only straight, I didn't say only trans, I didn't say only, non-binary, I didn't say only not having disabilities, didn't say only having young people, didn't say all the other diversities that are available, because there's so much diversity. And if we ask people to truly identify as their truly authentic selves, because we're all on spectrums, then you would recognize that there's more of us than there is of them. The reality is most people will identify at least with one equity group. I'd like to know how many of you, and you don't have to put your hand up, I want you to think about it. How many of you live with a disability? Not to what standards of society say, which are somebody in a mobility assisted device, which we see in our parking lots. How many of you have diabetes? How many of you have poor eyesight? How many of you are starting to lose your hearing? How many of you have, have survived cancer? How many of you have all of the different things that we can talk about disability? And I will also include how many of you are in recovery for the rest of your life from the disability of addictions. And if we start really unpacking what we start looking at as labeling people and trying to put everybody in a nice little box, we would recognize when we talk about diversity, we're actually including everybody on this call, everybody. And so let's start there. If we look at everybody, let's look at our workplaces and our society and who's not reflective, right? Because the world is, I hate to break the news to everybody, when we start talking about racialized and Black people, Indigenous people, the reality is we actually make up 73% of the global population, but we get called minorities on a regular basis. So I want us to start thinking about how many people live with disabilities, and you start looking at those statistics and we're looking at diversity completely wrong. So that's where we start, diversity. Then we go to the inclusion piece. And Mark, you said it perfectly, right? What is inclusion? It really is about the supports, the listening to, the creating the space, the having the same equal opportunities, which we know don't exist in society. There's one thing that COVID has showed very well that we have been talking about for many, 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 many years. Inclusion is not assimilation. Inclusion is recognizing you and celebrating you, not tolerating, because that word on itself also shows people don't understand inclusion. We celebrate our differences because this country was built on our differences, whether it was that you spoke a different language, whether it was that you came from a different country, whether it was that you were here as the first peoples and had different cultures and identities. We are all so diverse that when we look at the inclusion piece, we don't ask you to change to fit into what we see as being the normal, because the normal isn't working. Then when we talk about equity, that is the end goal. So I always like to say, I'd like to identify anyone in their diversity as equity seeking people. We are all seeking equity. We would all like to be equal, but the reality is the only way we're going to get there is by treating people a little bit differently, because we recognize that society was based on treating people like differently. And when I come back to the 101s of math in grade school, sometimes you have to move a box over here to make it balance. It's like a balancing weight. And that's what equity is. It's not putting anyone at a disadvantage, but it really is about the betterment. And I know we're going to talk about unions, and I'm not trying to, convert everybody. I'm pretty sure everyone appreciates it, but I want us to say a strong society is about a community sharing plate, which is unions, which is organizations. It's about recognizing what other people don't have and making sure that if we have it, that we can share that. And so diversity, equity, and inclusion, equity, diversity, inclusion shouldn't be EDI. It should be DIE, which I understand is not an appropriate short term, but it's diversity, inclusion to obtain equity. And then to Mark's point, we need to stop thinking that because we check a box, that we're doing a good job, because the inclusion piece,
There is a mass exodus of equity-seeking people and organizations right now because of their lack of inclusion. I can put a statement out there. I can put out everything. Today, I want to just recognize what today is. Today is the anniversary of George Floyd. And people somehow think that racial justice is okay and we're all right, we're doing better. No, we're not. Because what's happening is we're tokenizing people. We're not including them. We're checking the diversity box. We're not including them and supporting them in the roles. And really, we're not obtaining equity. And so all we're going to do is keep repeating the cycle that is not working. Merci beaucoup. Pour résumer un petit peu ce que Christine vient de dire, Christine pose déjà la question autour de l'équité, la diversité et l'inclusion, EDI, EDI, où d'entrée, Christine nous dit que c'est une erreur, c'est un acronyme erroné. Elle va proposer plus tard justement DIE, Diversity, Inclusion and Equity, et elle nous explique comment pour elle, que si on faisait un sondage dans l'équité, il y aurait tellement de diversité, donc en fait, si on fait un sondage sur l'équité, il y aurait tellement de personnes qu'on devrait inclure dans ce sondage, et sans faire de distinction de la multitude de diversité dont on parle, parce qu'aujourd'hui, on parle de diversité, on a l'impression que c'est assez monolithique, donc qu'on se concentre surtout sur certains aspects. Et Christine propose qu'en fait, la diversité, elle pose plein de questions autour du handicap, autour de certaines maladies dont certaines personnes ont dû souffrir, qui fait de nous une plus grande diversité que ce qu'on représente dans la case diversité qu'on essaie de cocher dans nos organisations. Donc, en fait, plus tard, elle nous dit dans ce qu'elle vient de témoigner que notre rôle serait d'être à la recherche de cette équité, mais pas en cochant cette case diversité vaguement, en passant directement à vous soutenez ou non certaines de vos personnes que vous considérez diverses dans vos organisations. Et elle rejoint Marc-Édouard sur l'inclusion, parce qu'en fait, selon ce qu'elle nous dit, c'est que dans cet équilibre que nous essayons de créer autour de la diversité, nous essayons d'inclure, mais de parler de l'inclusion comme de la tolérance, plutôt que comme le fait de reconnaître, de célébrer les personnes. Donc, dans l'inclusion, elle veut proposer qu'on ne devrait pas changer les gens, qu'on devrait les reconnaître pour ce qu'ils sont, comme ils sont, et que cette diversité soit justement embrassée dans l'idée d'inclusion de tout le monde. Et elle a souligné aussi un chiffre assez intéressant en disant que on parle de personnes racisées, on parle des personnes amérindiennes comme faisant partie de la minorité, alors qu'elle mentionne que les personnes dites minoritaires aujourd'hui représentent 73% de la population. Donc, elle parle d'un paradoxe dans nos termes, dans nos concepts, dans nos notions même de cette diversité dont on parle. Et pour elle, l'inclusion, de fait, serait de soutenir, de supporter, d'écouter, de créer des espaces, de créer des opportunités, mais pour tout le monde, justement, pour tous ces types de diversité. Et elle propose, si j'ai bien résumé ce qu'elle a dit, qu'on passe d'abord par diversité, qu'on arrête avec l'acronyme EDI, mais qu'on passe à DIE, diversité, inclusion, pour être à la recherche de l'équité dans nos organisations. Je voulais aussi ajouter un dernier point qu'elle a soulevé, qu'elle disait « Whether we are unions », qu'on soit dans des syndicats, dans d'autres groupes, le but commun doit être justement de créer une communauté dans nos différents milieux qui accueille ces trois aspects, la diversité, l'inclusion et l'équité, qui soit à la recherche de l'équité, mais qui soit aussi des espaces de partage pour que tout le monde s'y sente bien et s'y sente reconnu. Thank you very much. So you gave me a big task, Christina. That was good. Je vais passer donc à ma prochaine question. What about unions then? Amidst all that, okay? And what about unions, but also what about unions from your own experience? Qu'en est-il des syndicats dans cette contribution? How about unions contributing to this DIE? Let's go with DIE from now. Mais qu'en est-il de vos propres expériences à vous, Marc-Édouard et Christine? What about your experiences in unions? What are the opportunities that you find you may have created yourself? Or what are the challenges that you yourselves
may have been facing. Quelles sont les opportunités que vous avez peut-être été amenés à créer, mais quels sont aussi les enjeux que vous-même, en tant qu'individu travaillant dans les syndicats, avez eu à rencontrer? Kristen, go this time. Such a gentleman. Merci Please, beaucoup. please. I want to bounce back and forth, but I promise I'll try to keep it short. But I think I want to just come back to the fact that I am a woman of color in society. And so my union, I am in a unionized job. I became a union member because my father, as a Black man, was a unionized worker. And I'm going to give you a little bit of, I know, sister, I'm sorry, but you know, we just bargained language with Unifor. It's by no means perfect. It's the racial justice advocate language. And I'm going to tell you how this came about. And this is why I need to talk about the structure of the union. I'm a worker. I used to build cars. My dad built cars, started 38 years ago, building cars in Ontario. I'll never forget a time when I was working on the assembly line. I was one of the last people hired in my group, even though they had always said that there was a priority to hire children of employees, you know, hire diversity. But we all use the saying that is common around racialized Indigenous Black people. Last hired, first fired. But my dad fought like hell to get me into this assembly plant. I actually come from corrections and policing and realized that that's not for me. So I got into the plant, and I'll never forget a scenario where I was on the assembly line and a friend came up to me and said, Chris, your dad has just been in a fight. I'm like, what? He's in the change room. I'm like, what's going on? They said, your father was just called the N-word and his bag was thrown out of the change room and he was told to get out of here. So I'm a daughter first. So I went running down like a block of assembly plant thinking that I'm gonna bulge into the men's change room and, you know, defend my dad. As I get there, my dad is coming out and I said, Daddy, are you okay? He said, yeah, I'm good. And I said, are you gonna report it to the supervisor? Are you gonna report it to the union? His answer was no. He goes, why? What are they gonna do? It's not that I'm anti-union, not that I'm anti-company, but what are they really gonna do about my racism that I face every single day? And I have for so many years. And for me, I know my own personal experiences. Being the first Black woman elected in a local executive that was 81 years overdue, being called a half-breed, being called racial slurs, being told that I was a lesbian because I defend LGBTQ rights, people talking about I was a terrorist because I support migrant workers and the fact of immigration and those types of things that have happened to me coming through the union. But my hope comes from change. And so when I talk about diversity and inclusion, I have to tell you that everything I do is because I live it. I see my LGBTQ friends facing discrimination because of their gender identity or gender expression or their sexual orientation. And my injustice is the same as anybody else's injustice. It's wrong. And so I want to tell you that we bargained that racial justice advocate language. I put that language together. I presented to the auto bargaining. They presented it. And my father got to see his Black human rights director daughter contribute to his workplace that he thought didn't care. My dad passed away October 30th, so he passed away about a month and a half after he saw that language. So when I say diversity, inclusion, and equity is important, it is life-saving, it is what will make the changes that are needed in all of our organizations, because people need to have hope and we have to have that collective power to make real change. So I'm just gonna say that I've experienced a lot. I listen, I learn, and I recognize that I'm not the only person that faces oppression. So. Merci Christine. Alors Christine nous raconte son histoire. Son père a travaillé aussi dans la fabrication des voitures en Ontario et son histoire avec le syndicalisme commence ici en voyant son père y travailler, mais aussi en y ayant travaillé elle-même sur, j'ai un blanc, assembly line sur la chaîne de production, excusez-moi. Et Christine nous raconte comment justement à l'époque
l'époque où elle y travaillait, où son père aussi travaillait, il y avait de la discrimination envers les personnes racisées ou les personnes autochtones. Donc, il y avait vraiment le système de last hired, first fired. Hein. Donc, on pouvait se faire licencier très, très facilement. Et elle nous raconte une anecdote qui l'a quand même marqué, où son père a été traité du mot en haine sur le lieu de travail. Et elle est, en tant que fille, donc en tant que membre de la famille, et non seulement en tant que co-employée, elle est allée voir ce qui s'est passé et elle s'est sentie vraiment impliquée et concernée par ceci. Et elle a décidé de s'impliquer donc au sein du syndicat, où elle a aussi été confrontée à certains aspects de par ses origines. Elle a été traitée de half-breed. Elle a soutenu les membres de la communauté de LGBT, donc elle s'est fait traiter de lesbienne. Elle est en faveur aussi de la protection des travailleurs migrants, donc elle a toujours reçu quand même des libellés pour la représenter, alors qu'elle a été quand même la première femme racisée à avoir été élue dans les comités exécutifs. Et aujourd'hui, Christine est directrice des droits humains à Unifor, et ils ont aussi négocié les changements linguistiques, donc les termes qui sont utilisés au sein de Unifor et parmi les membres de Unifor pour définir ces problèmes, ces fléaux de notre société. Et elle en est très fière parce que pour Christine, justement, elle l'a vécu, elle vit ces discriminations. Et donc, elle fait partie intégrante de ce syndicat et elle y contribue. Et pour elle, justement, parler de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, c'est important, ça sauve des vies, ça change nos communautés. Et elle fait encore un appel à ce que nous défendions justement ces droits au sein de nos organisations. Merci, Christine. Marc-Édouard. Bon. Cette question-là, je pense que c'est une question centrale, mais souvent, je réfère à, comment dirais-je, le schéma de pensée des groupes syndicaux. En fait, je dirais même du syndicalisme en général. Le syndicalisme, c'est quoi? Ben, c'est un contre-pouvoir organisé contre le patronat, le capitalisme, les abus envers la classe ouvrière. On va dire ça comme ça, qui est né lors de la révolution industrielle, la première, si on peut l'appeler ainsi, là, à la fin du 19e siècle. Donc, le syndicalisme, il est structuré dans sa façon d'opérer pour défendre les droits du groupe, et il est très mal conçu pour défendre les droits des minorités au sein du groupe. Et ça, c'est important de le souligner. Et ça perdure. Là, on est en 2021, là, ça perdure. Donc, quand le groupe, et je vais répéter ce que j'ai souvent dit, quand le groupe, et je vais faire quelque chose de gros, là, au Québec, quand le groupe était tout blanc, catholique, avec des hommes, dans les années 40, 50, 60, le syndicalisme n'avait pas de problème à adresser. Le syndicalisme a eu des problèmes à adresser. En fait, il a eu des problèmes, mais ils étaient un peu cachés. Quand la classe ouvrière a commencé à se diversifier, et elle s'est diversifiée quand même très rapidement. On peut penser au fameux débat ici au Québec, anglophone, francophone. Bon, l'avenue massive des femmes, qui ne date pas d'hier, là, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc, tout ça, ça l'a interpellé, le syndicalisme dans son sens global. Et en ce moment, bien, je dirais qu'il y a comme un éclatement parce que les groupes évoluent, mais je pense là où les syndicats ont vraiment j'utilise le terme anglais, un challenge, un défi, parce que ce que je cherche mes mots, c'est que non seulement les ouvriers qu'on représente, les gens qu'on représente se diversifient, si on veut prendre cette expression-là, mais les mentalités évoluent également. Donc, ça aussi, ça doit interpeller les syndicats. Et je sais qu'il y a une question qui va en parler tantôt, là, mais
les opportunités pour le syndicalisme, c'est de réfléchir en amont pour voir si on répond toujours aux attentes des membres qu'on représente. Et est-ce qu'on est toujours un facteur de changement social comme nous l'avons déjà été dans la société? Donc, ça fait partie des enjeux qui doivent, des réflexions qui doivent nous animer. Bon, les opportunités, souvent, et je vais conclure avec ça, et je suis content, Christine a parlé tantôt de tokenism. J'ai cherché en langue française, il n'y a pas d'équivalent. Bon, on utilise le mot token. Moi, je me suis fait une petite traduction en parlant du petit bibelot inutile. Là. Dans les maisons, on a tous des bibelots qui ne servent pas à grand-chose. OK? On les dépoussière une fois par année. Et malheureusement, la question de la représentation syndicale dans son sens large, souvent, elle est mal comprise, comme je disais, parce que le syndicalisme ne s'est pas si bien adapté que ça. Et du moment qu'on a dans la photo une ou deux personnes issues de la diversité, le problème est résolu. Rien n'est plus faux. En fait, souvent, ça fait un effet contraire. Donc, je vais terminer ma réponse en disant, pour moi, le véritable enjeu, c'est quoi? Bien, je me dis en tant que dirigeant syndical, est-ce qu'on utilise, j'aime pas dire le mot utiliser, mais est-ce qu'on profite en fait à quelque part de l'ensemble des expériences de nos membres pour améliorer le mouvement syndical et le rendre toujours plus pertinent? Est-ce qu'on est à cet endroit-là? Pour moi, la réponse est non. Et la preuve en est bien grande, et je termine avec ça. Les 2 fois dans les 2 dernières années où j'ai reçu des messages, je ne dirais pas haineux, mais des messages, disons, de bas niveau, sont quand au Conseil régional, on a abordé une série de webinaires sur le racisme systémique et quand on a traité de la question des droits des Premières Nations. Et je me suis fait demander platement, Joubert, tu n'es pas élu pour ça. Pourquoi tu essaies de toucher à des sujets aussi délicats que ça? Ton rôle, c'est de défendre les membres, tu n'es pas là pour changer le monde. Et ça, c'est encore la mentalité dans le monde syndical. Il faut dire les choses clairement dans la vie, là. Et c'est pour ça que je pense que les événements comme on les a aujourd'hui, ils sont si importants, pas pour montrer, moi et Christine, comme 2 dirigeants issus de la diversité. Là. Moi, je pense que ça, c'est secondaire, mais parce que dans un sens plus large, cette question-là vient toucher la question de la solidarité ouvrière dans son sens le plus fondamental. Si les gens ne se reconnaissent pas dans la structure, si les gens ne sont pas inclus dans les discussions menant à l'établissement des différentes politiques syndicales, bien, c'est la solidarité ouvrière qui se désagrège, tout simplement. Merci, Marc-Edouard. So Marc-Edouard is saying that the fundamental problem is the way we think unionism in general. So he went through rapidly on the historical creation of the first unions during the first industrial revolutions. And basically from this perspective and from that moment, unions were structured to defend rights of groups that were being exploited or needed to act as a counterpower to facing employees. And in this very structure, according to Marc-Edouard, the rights of so-called minorities were never really to be defended, given that the structure itself didn't allow for it or wasn't created to put forward the rights of these so-called minorities that we had now. He gave the example of Quebec, where these unions in Quebec, I would say I'm talking about the beginning of the first industrial revolution. So I'm talking also about the beginning of 20th century, for instance, and late 19th century as well, that it was mainly white, male, Catholic working class operating on the Quebec scene. And these problems that we are discussing today didn't exist in essence. And they only appeared when the workforce started to be more feminized, and also when more migrant workers started arriving. And Marc-Edouard mentioned the Anglo-Franco struggle that characterizes also Quebec history.
So to him, it's as if, from what I understood from what Marc-Edouard said, the groups are evolving, but not so much the unions. The unions are trying to acknowledge the presence of so-called minorities, even if Christine said earlier that they are majorities, but we're not necessarily creating upstream thinking, donc penser en amont, upstream thinking and opportunities to be this social change factor that unions say they have been in their respective geographical context and their respective societies. So Marc-Edouard was talking also about this tokenism. C'est la taxe minoritaire, nous avait dit une de nos collègues, Marc-Edouard, dans le premier webinaire. So Christine mentioned tokenism, and Marc-Edouard went along with it, saying as well that the problem is that we are trying to solve this issue today by using this aspect of tokenism. I like the image, I mean, the metaphor that he used of having one or two, let's say, racialized individuals in a picture and saying, oh, here we are, we're diverse, we're cool. And he was saying that this is not enough. And to what extent the multiple experiences, not just race, but the multiple experiences of our members are helping us change the way we want to change our workplaces. He had a bit of a pessimistic tone to it, saying we're not doing enough today and it's not as adequate as we would like it to be. So he mentioned the importance of events like today, having webinars and discussions to really unpack these different concepts. And he mentioned one of his experiences as well, where he was also trying to defend the rights of indigenous people. And he was told bluntly, Joubert, Christine, it's his family name, Joubert, you're not elected to defend these people. You are elected for other matters. J'ai pas trop noté ce que tu avais dit. Oh, you're not elected to change the world. You're elected to fight for unionism. And Marc-Edouard is saying that here, he's not here with Christine today to just show off that they have diversity in our unions. But what's more important is what we do and what we're trying to do in our different organizations and how we're taking this forward concretely. J'espère que j'ai fait justice à ta réponse, Marc-Edouard. So based on that, and I'm looking at the time, we have 15 minutes left. Give us a bit of hope. What would you suggest? We have unpacked these terms, diversity, inclusion, and equity. I'll start using them like that now. On a un peu déconstruit la diversité, l'inclusion et l'équité. On a inversé EDI en DIE. Qu'est-ce qu'on pourrait justement faire? What would you suggest? Based on your own experiences, facing blunt racism or other things, and based on who you are in your organizations, given, compte tenu de ce que vous êtes, ce que vous représentez vous-même dans vos organisations respectives, quelle est l'avenue? Quelles sont les pistes peut-être sur lesquelles vous pourriez nous mettre? What are the different hints that you could give us moving forward? What do you hope for your own unions and for unions in general in Canada? OK, je vais aller. Merci pour la question, Blandine. Et si j'ai donné l'impression d'être pessimiste, je m'en excuse. Je suis un optimiste réaliste. Je me décris comme ça. En fait, mon père se décrivait comme ça, puis j'ai bien aimé son expression. Mais bref, en fait, la voie qui est devant nous, je dirais, c'est une voie qui est épuisante et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'on a une responsabilité double. On a une responsabilité dans la société en tant que dirigeant, bon, je vais parler au jeu, en tant que dirigeant syndical, de s'attaquer à ce qui perpétue les manifestations du racisme systémique dans nos structures de pouvoir. Donc, il faut pas faire à semblant que ça n'existe pas. Donc, quand on parle de racisme systémique, par exemple, dans la façon dont les soins de santé sont administrés aux Premières Nations ou aux personnes
qu'on dit racisés, là, parce que souvent je vais l'utiliser, expression comme ça, ben, il faut dénoncer ces choses-là. Parallèlement à cela, simultanément, je pense qu'on a également la lourde tâche d'adresser à l'interne, dans nos structures syndicales, ces mêmes manifestations de racisme systémique. Alors par exemple, on dit souvent, bon, oui, on voit que dans la représentation syndicale, il n'y a pas beaucoup de personnes dirigeantes qui sont issues de la diversité, entre guillemets. Ben, il faut se poser la question, pourquoi? Il faut déconstruire les structures de pouvoir qui mènent à ce résultat. Et je donne toujours le même exemple, et je vais continuer à taper ce clou-là. À l'intérieur des structures syndicales, il y a en fait deux gros panneaux, je pourrais dire. Il y a les syndicats donnent des services aux membres, griefs, santé, sécurité, etc. Et vous avez aussi la portion que j'appellerais plus politique, celle qui va déterminer les orientations générales d'un syndicat. Dans cette deuxième portion-là, celle qui décide des choses, bien, le pouvoir politique est concentré là et il n'y a pas beaucoup de personnes, des outsiders, là, des gens qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans ce cercle-là. Il faut changer ça. Ces structures-là, à l'interne des syndicats, il faut les changer. Et moi, je persiste en disant ceci. Il faut modifier dans bien des cas, je dirais tout simplement, les statuts des syndicats, les façons dont les organisations sont structurées. Souvent, vous allez entendre des gens dire, des personnes issues des groupes revendiquant l'équité, demander leur place dans les structures. Et là, on va leur dire, pour l'avoir déjà expérimenté moi-même, oui, mais Marc-Édouard, pour changer les statuts, ça prend le 2/3 des membres qui votent pour toi. Dans les résolutions normales, ça prend 50% plus 1. Pour changer les structures de pouvoir, ça prend le 2/3. Le 2/3, là, quand tu es issu d'un groupe minoritaire, puis tu essaies de demander à la majorité, ce qui est assis sur le pouvoir depuis 60 ans, de partager son pouvoir aux 2/3, ben vous imaginez ce que le vote donne. Ça doit changer. Alors moi, j'utilise la plateforme, et merci encore une fois à vous tous, la plateforme que j'ai comme président du Conseil, c'est de non seulement citer les anomalies, mais de proposer des pistes de solutions, et j'espère l'avoir fait ce matin. Je pense qu'on a un beau travail devant nous. Je pense que, tantôt Christine parlait de 1 an depuis le meurtre de George Floyd. Je pense qu'il y a une opportunité pour avoir des discussions difficiles, mais je dirais candidement, en terminant, encore faut-il que ces discussions mènent à des changements durables et à des propositions effectives. Parce que si on fait juste en parler, ça devient, à mon avis, ce qu'on appelle une succession de faits divers. Ah, il s'est passé telle chose, ah, il s'est passé telle chose, ah, il s'est passé telle chose. Je termine avec ceci. Dans quelques jours, ça va faire 100 ans que le massacre de Tulsa s'est produit aux États-Unis. J'aimerais ça que les gens aillent lire là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de la manière dont le monde ne veut pas partager le pouvoir, et c'est ça notre problème en ce moment. Il faut l'adresser. Il faut absolument l'adresser. Voilà. Je termine parce que je vois le temps avancer. Merci. Merci, Marc-Édouard. So Marc-Édouard is really underlining, he even did so towards the end of his intervention, that the basic problem is, do we want to share power with everyone? Does what the so-called majority today wants to share its power to the rest? And that's what I hear in his response to my question about hope and what we could do to change, or what we can change. And he also corrected me, saying he's not so pessimistic. He's an optimistic and realist person. And I do agree with that. And thanks for so much hope. And he's also in favor of denouncing, as we are doing today, but as we can do as well in our workplaces, these discrimination, these occurrings of discriminations, racism and systemic discrimination for any groups, when we say diversity, for instance. But in parallel, he's asking ourselves, and I'm going back to this power issue,
inside our structures, our union structures, when unions are engaging into two different tasks, one is to offer services, treating, processing grievances, etc. And this other task that Marc-Edouard is pointing to for our conversation today is the political task. And without going too much into the whole detail that but he was saying that if when we're voting, there are 2/3 of the people who could vote and who would like to share this power with the so-called majority, if these 2/3 are not from this majority, but when we're voting, we're not actually putting them forward and representing and recognizing that they form 2/3 of the people who could actually be included in the power structure. He asked the question, how can we change if the union structure itself is not recognizing this drawback today? So he's saying that we could carry on citing anomalies and talking and making them news. There's race discrimination, systemic discrimination here and discrimination there, etc. But if we're not changing these very little things in our structures, in our functioning, like elections, etc., and we're not recognizing these loopholes that are already here, he's saying that we're not going to move forward. So he wants to finish by saying, yeah, we can carry on, but we need something more sustainable than just denouncing and than just mentioning what's happening. Before giving Christine the microphone, the unmute, I just wanted to say that Christine underlined the 1-year anniversary of George Floyd earlier. And she also said that her father passed away last October, but after seeing his daughter become the director of human rights at Uniform. Sorry, I omitted that earlier. Christine. And we have one question from René Michaud after Christine's intervention. Thank you so much. No, I am my father's legacy, so I will continue not only here but in all the forums. But I love the fact that we're going to end on the power note. But I want to come back to the thing what my brother said. This is not about the behaviors. We are way past behaviors. These incidents of racism, sexism, homophobia, ableism, discrimination, period, hate, period. Let's stop sugarcoating it. Let's stop calling things microaggressions, because they're not. They're hate, they're hurtful, they are killing people. Those behaviors could be addressed simple by just saying to stop. But the problem is not that. The problem is the fact of knowledge and the fact of those powerful ideas that we have been taught since we were like this big, of who is who and who is not. And that is where I feel as unions and where I have the most hope, and I've done it, so I know it works. Stop arguing. Let's listen to each other. Let's take people, both parties, all parties, to uncomfortable spaces, but allow people to understand that they are going to make mistakes and call it out. Stop talking about it. Stop sugarcoating it in unions. Stop pretending it's not there. We live in a sexist, homophobic, racist, capitalist system because all those isms were created by capitalism. I want us to look at ourselves as a part of the institutions that generate the systemic discrimination that we're facing. So what can we do internally? We have to look at our political structure, because power is a triangle. Without knowledge, without resources, and without networks. So the knowledge is these types of webinars, and I appreciate you taking time with me speaking English, but I think these are really important to have open spaces and for anyone on here not to feel uncomfortable and going to be attacked. But let's start calling out each other and having that knowledge sharing, because that's what needs to happen. Then we talk about the networks. This structure within our union about the hierarchy, really, if we remember how unions are built, the membership are the highest body of our unions. And silencing any one member is not democratic. So we have to look at how do we network people in without them feeling attacked. In our union, we have, equity committees that are across the region that we meet together and work together with our intersectionalities. And then resources. When we talked about diversity, inclusion, and equity. Do you know what is happening right now in Canada and globally? They're creating these positions. Yay, tokenism, because you're expected to do it on and beyond your regular job. Free labor.
which is contrary to what we fight for in unions. Not paying it, not providing the resources, not providing the network. No networks, no resources, and no knowledge eliminates everyone's power. So if we want a power shift as unions, as trade unions, as community activists, all we want is our fair share. We're not asking for the whole corporation. We're asking for us to be paid well, to be able to live, to provide for our families, to be able to go out and not be pulled over by the police, harassed, beaten, facing violence, you know, be incarcerated. Those are things that I'm going to disagree with one point that we've made so far. Political and social are not separate. Unions were built to fight oppression. Bottom line, it wasn't about just wages. It wasn't just about health and safety. It was not just about that. And if we as unions only focus on that and start seeing them as separately, and equity and diversity and inclusion as separate, then we have failed from the very beginning. So I'm going to say I have a lot of hope, because I think that these kind of conversations need to happen. I am open to any critiques, to constructive criticism. I'm open to dialogue. I'm open to us all continuing to work together, because those are the partnerships that are going to be meaningful and lastful. Because the 1% capitalists, this world is not going to continue to thrive this way. The 99% of us are who we need to be focusing on. And that all of us is 99%. So thank you so much. I want to give one last quote, because I know we're short in time. No one is born hating another person because of the color of their skin, their background, their religion, their sexuality, their abilities. No one's taught to hate. But people learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than the opposite. When we hurt each other, we feel it. And no matter how people want it, whether it's guilt, whether it's shame, or whether it's fear, it harms people that are doing harm. So this is how we have to win it, back by through love. So thank you. Thank you so much, Christine. Thank you so much for these hopeful words as well. Christine nous explique que justement, les termes qu'on utilise, on parle de microagression, des euphémismes qu'on utilise pour certains termes qu'on devrait quand même qualifier maintenant de manière très drastique comme étant de la haine, de la violence. Donc, il faut en parler. Elle parlait d'amener nos membres vers des espaces plus inconfortables pour justement d'ouvrir. Elle parlait de open space, but also uncomfortable spaces. Donc, on ouvre l'espace pour pour créer des espaces plus inconfortables, pour avoir des discussions autour de ces sujets, de ces termes qu'on n'ose pas forcément parfois mentionner. Christine dit qu'elle l'a fait, elle. Donc, elle dit qu'il faut arrêter justement d'argumenter, mais qu'il faut prendre justement des actions. Elle rejoint beaucoup Marc-Édouard en parlant des réseaux, des structures, du fait que l'adhésion même, que nos membres sont élus et ils ne sont pas élus pour qu'on ne leur donne pas la voix, donc il faut aussi donner la voix à des membres qui représentent ces membres pour qui ils sont en train d'opérer, et ne pas donner cette voix et non démocratique. Donc, reconnaître l'intersectionnalité de nos membres est a priori et par excellence une initiative démocratique. Christine a aussi mentionné le fait qu'on a créé de nouveaux postes de EDI positions, donc le tokenism, la taxe minoritaire est très présente, plein de postes d'EDI sont créés, mais pourquoi, elle demande, quelles sont les ressources qu'on peut mettre en place pour donner une part équitable à tous les membres, à ce qui représenterait tous nos membres, et tout ce qu'ils demandent, justement, ces membres qu'on dit minoritaires aujourd'hui, veulent juste être bien payés, bien traités, ne pas subir de violence. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Christine nous ramène vers ce que disait Marc-Édouard. Il parlait de l'aspect des services que fournissent les syndicats, mais aussi de l'aspect politique. Et pour elle, il faut regarder les choses dans son ensemble, the social and the political. Donc, l'aspect social et l'aspect politique doivent maintenant se rejoindre dans toutes nos actions et qu'il ne faut pas justement les séparer. Ça me rappelle un peu justement la citation de Marc-Édouard qui disait il n'était pas élu pour changer le monde, mais en fait, peut-être un peu, oui. Et he was elected, Marc-Édouard, Christine, to change the world too, I think. Il nous reste, il y a deux personnes qui ont mentionné vouloir poser des questions.
We have one question. Oui, Mélanie Laroche, je vais te laisser du temps pour la question. We have first René Michaud. Laurence, did you want to translate René's question? Sure, no problem. Thank you so much, Christine and Marc-Edouard, for your presentations. Merci, René, pour la question. So René was asking, she was saying that certain stakeholders on the labor market consider that certain collective agreements are actually obstacles to a better diversity, inclusion, and equity. Notably because of seniority clauses. So she was wondering what you guys think about that. I think that we need to stop blaming unions for the problems of employers. We have an example right now where GM, we got our GM facility back in Oshawa, and it was before they even announced that they were hiring. Jerry Diaz, myself, the leadership said, let me make this very clear. You lost all your diversity. Diversity needs to be a priority. You need to outreach to community organizations and they need to be put in the priority. Seniority happens because who's selected first? Who selects who? Who hires? Unions don't hire, employers hire. The only thing that as unions that we have failed, and it's not our collective agreement, is that we are not holding those employers accountable when we do not see diversity, because you do not see all diversity. When you do not know the diversity of your members in your workplaces, you cannot hold the employer responsible. That is where as unions we have failed. But it is ultimately the employer's responsibility to hire, retain, and support people. It is the union's responsibility to represent all of our members and make sure there's equitable hiring right from the get-go. Seniority has kept Black, Indigenous, people of color, LGBT, women, people with disabilities, all identities, young people, have kept people in the workplaces because of that very same seniority provision. So I will not allow employers and governments to attack it. If I may, I would just like to be devil's advocate, since it was my question. I agree for the recruitment, but what about development? Because sometimes that's an issue in terms of promotion. So I guess that was more what we were referring to, trying to make more places for women, for example, and promotions were more by seniority. So it was more at that moment, I guess, the question was. Si tu permets, je vais répondre. En fait, René, je te dirais très candidement, puis je sais qu'il n'y a aucune malignité dans la question, mais on se fait poser cette question-là. Premièrement, je pense que dans le paradigme intellectuel, il ne faut pas opposer l'ancienneté et l'atteinte de l'équité, y compris dans les postes que je comprends, là, dans les postes qui requièrent une certaine promotion ou de responsabilité, quand on dit de façon globale. En fait, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde du travail? Et j'aime beaucoup la réponse que Christine a donnée. C'est une perpétuation du système inéquitable. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les faits? Bien, pour obtenir un poste de responsabilité, généralement, ça te prend un peu d'expérience, un peu d'ancienneté, parfois un peu de connexion. OK? Mais les dernières personnes embauchées dans l'ensemble des structures, qu'elles soient gouvernementales, moi je viens de Poste Canada, que ce soit fédéral, provincial, les dernières personnes engagées, c'est qui? Bien, c'est les personnes des groupes revendiquant l'équité. Donc, c'est une perpétuation du retard qui a été pris, et Christine répond très bien, il y a 25, 30, 40 ans, et là, on a les résultats de ça. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas simple de déconstruire les inégalités qu'on voit dans les postes de responsabilité, mais moi, je persiste à dire que l'ancienneté, c'est le socle, à quelque part, de l'action syndicale, parce que ça l'empêche l'exercice de la préférence. Parce que s'il n'y avait pas l'ancienneté, ce serait les préférés des boss qui auraient les jobs. Alors que, malheureusement, le système a fait en sorte qu'on n'a pas tenu compte des groupes revendiquant l'équité pendant des décennies. Et là, on a ce résultat-là. Mais je ne pense pas qu'il faille opposer l'un à l'autre. Ça, je pense que c'est très, très important. Par contre, oui, il faut mettre en place des structures, des mécanismes pour faciliter l'accès
aux femmes, aux groupes revendiquant l'équité, à des postes de responsabilité, absolument. Je vais donner un exemple en terminant. Quand j'étais jeune, dans la police, il y avait une règle, ceux qui ont mon âge vont s'en rappeler, les policiers devaient mesurer, là, puis je vais le dire approximativement, entre 5 pieds 9, 5 pieds 10 minimalement. Qu'est-ce qu'on a compris avec le temps, avec une règle comme ça? C'est que ça empêchait les femmes d'avoir accès à ces postes-là. Pourquoi? Parce que de façon générale, les gens de 5 pieds 10, c'est des gars. Il n'y a pas tant de filles que ça qui mesurent 5 et 10, 6 pieds 2. Alors, on a changé ces règles-là et c'est ça à la base qui doit être modifié. J'utilise une analogie boiteuse, là, puis je m'emporte un peu, je vais me calmer, mais c'est ça qui doit changer pour qu'on puisse régler le problème au final. Voilà. Je me tais. Non, c'est vrai. Je vais donner la parole à Mélanie Laroche qui avait une dernière question après, si vous le permettez, de rester encore 5 petites minutes. Je sais qu'on pourrait en parler toute la journée. We could stay here today, Christine, I think. I just wanted to summarize quickly your answers to René. Thanks, René. Merci, René, pour ta question. Basically, I'll go maybe with Marc-Edouard's last sentence. We shouldn't oppose equity to seniority. He gave the example of policemen who, with the requirements at the time, were of their height, and therefore women not being able to access some of these positions because they didn't fit physically with the criteria. And both Christine and Marc-Edouard are saying we should not drop seniority because otherwise there are some people who would not go through their access to promotion and to development, as René was mentioning, but that we should create new mechanisms that would allow also the people that we identify in our DIE, I was going to say DIY, huh? DIE policy, who with our DIE policy should be able to be given more access with new mechanisms that are to be created because the current mechanisms are perpetuating inequity, according to Marc-Edouard and Christine. Dernière question, restez avec nous. C'est Mélanie Laroche qui avait une question. Vas-y, Mélanie. Mélanie. Je ne vais pas monopoliser trop de temps, mais d'abord, merci beaucoup. Thanks very much, Christine, for your presentation. Merci, Marc-Edouard. Les constats qui émergent aujourd'hui, c'est très proche des constats qui ont émergé aussi des recherches qui ont été faites sur les femmes et le mouvement syndical, Women in Unions. Et ce qui ressortait beaucoup dans ces recherches-là, c'était toute la question de l'inaction des employeurs en matière d'inclusion. On a constaté, en fait, dans un sondage, nous, qu'on a réalisé que l'équité, l'égalité, la diversité, l'inclusion, ce n'était aucunement mesuré dans les organisations. Et en gestion, il y a un adage qui dit que ce que tu ne mesures pas, ben, tu ne le gères pas. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas tant de progrès en matière de diversité et inclusion parce que ce ne sont pas des indicateurs de performance qui sont suivis dans les organisations à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est un premier constat fort. Le deuxième, ça concernait beaucoup les structures syndicales, union structure. On a eu l'habitude de créer des out-groups dans les organisations syndicales pour tenir compte de ces membres plus diversifiés. Donc, on a fait des groupes de femmes, on a fait des groupes LGBTQ+, on a fait des groupes sur l'environnement, on a fait les groupes sur la diversité, etc. Donc, on a fait ces out-groups-là où il y a des débats riches qui sont faits dans ces groupes-là parce que c'est des gens qui sont passionnés de ces questions-là. Mais on se rend compte que les recommandations ou les réflexions qui émergent dans ces out-groups-là percent difficilement la structure décisionnelle des organisations syndicales, c'est-à-dire que ça ne devient jamais des priorités stratégiques dans les syndicats. Et dans l'enquête qu'on avait menée sur les femmes, on nous avait dit, entre autres, c'est drôle, parce que durant le congrès, là, on décide plein de choses, on adopte plein de positions. Mais quand vient le temps des revendications du groupe de la condition féminine, bien là, soudainement, c'est le temps d'aller passer un retour d'appel ou de prendre ses messages sur son cellulaire parce que ces questions-là, bien, ça ne nous intéresse pas. Puis c'est ce qui ressortait des discussions qu'on a eues avec les responsables de la condition féminine. Donc, j'imagine que c'est un peu ce feeling-là qu'on voit aussi en matière de diversité et inclusion plus largement. Donc, jusqu'à quel point les organisations syndicales ont bien fait de miser sur ces out-groups-là, puis est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de favoriser la priorisation ou de faire de ces enjeux de diversité et inclusion-là des enjeux stratégiques dans les organisations syndicales en changeant la structure?
c'est pas une question simple, puis je voudrais en reparler, on pourra organiser autre chose. I'm just going to summarize Melanie's 2 points, and I also want to apologize to Manuel Salamanca from le Centre des travailleurs des immigrants. Désolé Manuel, j'ai pas vu ta question avant celle de Mélanie. So I'll give some time to Manuel as well. Melanie's question, Melanie suggested that, I mean, based on research that was undertaken, she mentioned how EDI is not adequately measured in our organizations. And she mentioned that aspect that what you don't measure, well, you don't address, basically. And she mentioned how there is a lack of these measurements and of these studies based on EDI or DIE in our organizations. Then Melanie went on to talking about the structure and how a lot of outgroups were created to try to address these questions. She mentioned the environmental little committees or groups, women, I would add for youth. Melanie, you worked on that yourselves. And she was asking Christine and Marc-Edouard to what extent these outgroups have been effective and what do they have to make of these groups who are trying to address these questions, even so-called outgroups, so outside the main group. Well, I think it's really important, first and foremost, that we don't try to just create one type of document. So I can speak on it because I did the equity survey of our union. So it was really a reflection of who our members were, how they identified, all of the classifications that we thought were suitable, but obviously that was not accurate enough. And then who were in our leadership, in our workplaces, who were at our locals, who was at the national. And I'm not going to say that any one research is actually fully accurate, because I'm going to come back to what the number one issue is: trust. Do I trust to tell you how I identify, and maybe even to tell you what I really need in the workplace? Because reality is I have to be at work. So I'm going to say what unions do need to do, and what organizations and equity seeking groups are doing. The people that are speaking up are saying that we need to build the trust by showing people that it's not just about collection of numbers. It's about what you're actually going to be doing to create inclusion, real inclusion in the workplaces. So I think that, when we're looking at research, we have to be flexible. When we're looking at outcomes, we need to be flexible and recognize that there is no one solution for everywhere, that we need to listen to the communities that we are in and have community representatives from the beginning, the middle, and the end, not just bringing people in at the beginning, because I think that that's where unions and organizations fail. We listen to everyone and what they have to say. I am so tired of consultations, so tired of them, because how many times do I have to say the same thing? But what do you do with that information? So that's where it's going to be the most beneficial. Rapide traduction de ce que Christine vient de dire. Elle dit c'est très bien d'essayer d'avoir des informations, de récupérer ce que les gens veulent dire, etc. Mais s'il n'y a pas la confiance pour que ces membres puissent dire c'est quoi leurs besoins dans le milieu de travail, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et qu'ils ne sentent pas qu'ils peuvent faire confiance aux personnes qui leur posent ces questions, on pourrait ramasser, colliger des chiffres, mais si on ne prend pas des actions concrètes suite à ces chiffres non plus, qu'il n'y aura pas de solution concrète qu'il n'y aura pas de solution concrète. Et Christine parle aussi qu'il n'y a pas une seule solution à apporter, mais plusieurs. Et on en est, moi je lis dans ce qu'elle dit qu'on n'en est pas encore là, mais qu'il faudrait ouvrir justement cette réflexion. Marc-Edouard, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, très rapidement. Puis oui, Mélanie, je pense que ce serait très agréable de prolonger cette conversation. En fait, pour moi, ce n'est pas compliqué. Tous les comités qui ont été évoqués dans le questionnement ont le même problème. Ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon syndical des comités aviseurs. Donc, ils n'ont pas de pouvoir d'influence, ils proposent, ils décident rien. En fait, ils décident tellement rien que même d'amener une résolution sur un plancher du Congrès, ça doit être filtré par les décideurs pour dire « Ah ben, oh, celle-là est dangereuse, on la laisse-tu passer? Est-ce qu'on l'amalgame avec un autre pour l'édulcorer, pour la diluer un petit peu, pour la... » Faut que ça arrête. Là, je le dis crûment, là, je le sais que je fais rire quelques personnes, là, mais moi, j'ai été à plusieurs congrès depuis des décennies, et le contrôle politique qu'il y a sur les résolutions qui sont de nature à modifier les structures de pouvoir,
le contrôle est très important et c'est ça qui doit changer. Tant que ces groupes, tant que ces comités ont un pouvoir de proposition, ils proposeront et ceux qui sont au pouvoir disposeront avant que ça arrive aux membres. Je n'ai pas d'autre façon de dire ça. I wish I could imitate Mark Edwards' humoristic tone because I felt it, and thanks, and I really like having this tone to discuss serious things. And Mark Edwards was suggesting that we have out groups, well, very well, but what they do is give advice. And I think it joins what Christine was saying, we're tired of consultation. And he was saying that as long as these out groups don't have the power to suggest, and that these suggestions are not so filtered by those who are in power, they may advise as much as they want, we won't get there. So he says that we're hoping to get to a point where they're not just advising, but they're actually proposing because they have the right to, it will be legitimate, and then people will decide whether they agree or not. And these are groups, to summarize what Mark Edwards was saying, do not have that place, that space today to influence as much as we would like to. I'd like to end, j'aimerais terminer avec la question de Manuel Salamanca que j'ai omis tout à l'heure, qui demandait justement à nos deux invités où est-ce qu'ils trouvent justement des manières novatrices, des actions novatrices pour défendre leur minorité. When you find innovations around union actions to defend so-called minorities, do these actions take place out of the structure? Est-ce que ces actions prennent place, ont lieu en dehors des structures? Je rappelle que Manuel est membre aussi du Centre des travailleurs immigrants et d'où peut-être aussi sa question. Thanks Manuel for being here. Merci d'être là. Merci à vous. Écoute Manuel, je vais répondre spontanément. Pour moi, la solution, elle est dans le réseautage, précisément avec des groupes comme celui que tu représentes, avec le Front de défense des non-syndiqués, avec les groupes le Frappe-Rue, les groupes de locataires. La force, elle est là. Oui, on agit à l'intérieur de nos structures, mais pour moi, c'est majeur d'avoir un réseau dans la société civile pour amener la lutte à un autre niveau. Je vais m'en tenir à ça. Et merci pour ce que vous faites au CTI, notamment dans le dossier des travailleurs immigrants temporaires et dans bien d'autres dossiers. Et pour moi, le réseautage, là, il est essentiel. Mark Edwards mentions networking precisely with social and political movements like the CTI, le Centre des travailleurs immigrants qu'on retrouve à Montréal. He thanks them for their work and he says that this networking, this collaboration with them is most essential to bringing up these questions outside the union structure, but to also elevate the union structure's actions. Christine, and it will be the last word now. So I'll make it quick, but I normally don't because of this. I destroy all structures, but I agree 1,000% with my colleagues. But I'm going to say this. I don't think we need to look at it outside and inside. I think they're one and the same because let's be quite honest, unions are the community. The community are unions. So I think we need to stop putting ourselves in silos, but we need to challenge the structures. But I come back to the power triangle that I always give. It is about the networks, it is about the resources, and it is about the knowledge. And they have to be interchangeable between union structures and within communities and within each other, because if not, unions are going to cease to exist. Let me say that again. If unionization keeps decreasing, it's because of our lack of diversity, inclusion, and equity. Diversity is our density. I said it on another webinar I was on. Let me say that again. Diversity in all its complexity is our density. And so if unions want to continue to grow and have impact on everyday working class people, whether unionized or non-unionized, we better look at our structures and we better make sure that whatever we do outside of our organization, we're doing inside of our organization.
Laurence, est-ce que tu voulais terminer justement par rapport à ce que disait Christine? Je vais juste traduire vite fait. One sentence I think that I will translate from what Christine just said is, et surtout que la diversité est ce qui est notre densité maintenant même dans nos syndicats, et que si nous ne prenons pas la peine justement de regarder les questions d'équité, de diversité, d'inclusion, on va la perdre dans nos syndicats. Donc, Christine parle vraiment, le problème dont on parle aujourd'hui est finalement l'essence même de ce qui pourrait faire perdurer ou faire justement réduire les organisations que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Donc, Christine nous mentionne le caractère intrinsèque des questions de DI, de DIE, dans notre questionnement par rapport à la pérennité même des syndicats. Laurence, est-ce que tu voulais faire un petit mot de la fin par rapport à ton commentaire dans le chat? Thanks for putting me on the spot, Blandine. No, I guess I was just really interested with the question that Manuel brought up, because I've been also thinking about that a lot in the work I'm doing around getting more knowledge on critical race theory and intersectionality, and how we can bring this knowledge into action. And yeah, I guess I was really, I've always been really drawn to more, to certain sort of activism that seeks integration. And I think that this is really what union does. And I think that's great, and that's very necessary. But in the meantime, I was speaking with certain colleagues who are also directly invested in different sort of activism, and some of my Black colleagues and some of my racialized colleagues, and they were saying that you know, integration is one part of the answer, but there are also other types of activism that actually do not seek to integrate with white structures or male-dominated structures, and they're pursuing their own goals with their own understanding and experiences of the world. And I think that this is also why I thought that Christine story that she shared earlier is also very, very enlightening for IR scholars, because when we try to undertake socially useful research, we need to engage in like a reflexive process of understanding our position within the world. And storytelling is an integral part of critical methodologies and ontologies. So yeah, I guess that I had the same question than Manuel had, and I think that the answer is a better complementarity between what the union does and what other sort of more activist groups are also leading. And I guess this is like part of my process of, you know, better understanding social change and how I can also support myself as like a white woman, how I can support my Black colleagues and my racialized colleagues. So yeah, thank you. Merci Laurence. Laurence est aussi membre de notre comité exécutif. She's helped me organize these webinars, so thanks for your insights, Laurence. Et j'en profite pour un mot de la fin. So my final words will go around these, and I want to thank you both for generously sharing everything that you have today, from your personal stories to your insights and optimism and realism as well. Hein? Et merci pour votre partage, merci pour votre générosité, merci pour toutes les pistes aussi de réflexion que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Thanks for doing overtime as well. And thank you for staying with us and for giving us hope, both inside and with other in a bigger network, in a community-based network with the work of unions. Et merci pour tout le travail que vous faites dans nos syndicats et pour nos travailleurs, peu importe les multiples diversités, with all the multiple diversities that we've mentioned today from the beginning.
I think we might keep DIE and DIY it. What do you think? Thank you very much. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée pour la suite. En tout cas, moi, ça me reste. All this conversation is staying with me. So thank you very much for your presence. Thank you. Merci, bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Bye bye, tout le monde. Merci.